Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Série, l'émission et le plaisir de retrouver à mes côtés la directrice du Festival de Fontainebleau, Marie Baraco. Et avec une nouvelle génération de créateurs, Marie. Exact. Nos deux invités du jour sont nés avec la révolution des images, le bouillonnement créatif et les nouvelles opportunités proposées par le web. Il fait partie de ceux pour lesquels raconter des histoires, les filmer semble une évidence depuis qu'il est enfant. On peut le qualifier de digital native. Le web est pour lui et ses amis réalisateurs et scénaristes du trio Les Parasites, le lieu de toutes les expressions et les expérimentations. Il a notamment co-créé et écrit, réalisé L'Effondrement, une série en 8 épisodes diffusée sur le web et sur Canal+. Bonjour Guillaume Desjardins. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Face à vous, un auteur qui s'approprie les nouveaux modes narratifs. Il a créé la remarquée Wired Eye il y a quelques années, plus récemment République. Il s'est ensuite appuyé sur sa vision du web pour imaginer Stalk, avant de revenir à des temps numériques plus anciens avec 3615 Monique. Bienvenue Simon Buisson. Merci beaucoup. Oui, c'est étonnant de vous avoir un peu tous les deux là, avec nous. On a un peu l'impression que c'est le futur, hein, le futur de la série, mais bien au-delà en fait, de l'image qui est là. Enfin, quand vous avez expérimenté, vous avez une manière très originale de raconter des histoires. Vous êtes dans l'immersion, par exemple, quand vous racontez l'effondrement du monde, Guillaume Desjardins. Vous, ce sont des narrations interactives. Souvent, Simon Buisson, il y a Wired Eye, il y a République. C'est fascinant de découvrir d'autres manières de raconter des histoires, de voir que la technologie a pu rattraper comme ça toutes les ambitions. Mais avant d'en arriver là, j'aime bien savoir d'où vous venez, vous l'un et l'autre. Guillaume Desjardins, tiens, pour commencer par vous, à quel moment on se dit, tiens, j'ai envie de réaliser, parce qu'en plus vous êtes cadreur, c'est vous qui tournez sur l'effondrement. Comment ça se passe tout ça? Ça vient de l'enfance, je crois, parce que mon père avait un caméscope H8 et je me suis mis à commencer à filmer. C'était vraiment un jeu. Et en fait, c'est devenu naturel que je me dirige vers une profession dans la vidéo. Et... Vous n'auriez pas pu faire autre chose? Vous aviez pas... Non, c'était ça, rien, quoi, en fait. Ouais. Le H8. Ouais. Ça paraît vieux maintenant. C'est dingue. Ouais, c'est vieux. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui ont pu m'accompagner en me proposant d'acheter des outils qui m'ont permis de numériser justement ces H8 sur ordinateur, de commencer à faire du montage, etc. Et ouais. D'abord, c'était tout seul ou ça, parce que vous faites partie d'une aventure collective, Marie le disait, Les Parasites, mais ça a été d'abord un apprentissage seul devant vos machines avec votre caméra. Comment ça? En fait, par le jeu, par la pratique, et je crois que c'est ça que j'ai réussi à garder ensuite, enfin que j'ai réussi à retrouver après l'école de cinéma en faisant des concours vidéo 48 heures où en fait, après un échec d'un premier 48 heures où, je sais pas, en ressortant d'une école, on a une espèce de pression d'essayer de faire des choses de qualité, enfin il y a une prétention à faire vraiment du cinéma, et après une grosse claque échec à un 48 heures où j'ai même pas rendu le film parce qu'il était nul et parce qu'on avait foiré le son et tout. L'année d'après, je me suis réinscrit en me disant, cette fois je le refais pour essayer de retrouver justement le jeu que j'avais quand j'étais enfant, et justement sans aucune prétention, juste de faire un truc entre amis où on s'amuse. Et finalement, ça a fonctionné puisqu'on a eu un prix de la meilleure réalisation, puis on a enchaîné plusieurs 48 heures qui se sont retrouvés sur Internet et qui a nourri une chaîne YouTube qui s'appelle Les Parasites, où en effet, on est trois à la nourrir et à écrire et réaliser avec Jérémy Bernard et Bastien Guetto. 48 heures Film Project, on précise, vous avez 48 heures pour faire un film, voilà, et il faut le sortir, et ça se passe un peu partout en France, il y a plus des 48 heures Film Project. Et dans le monde. Et dans le monde, et effectivement dans le monde. Qui vient des États-Unis, et en effet, chaque meilleur film de chaque ville se retrouve en finale ensuite, généralement aux États-Unis, mais ça arrive aussi que ce soit dans d'autres villes dans le monde. Ouais. On va parler un peu de l'expérience collective avec Les Parasites et puis tout ce qui se passera après. Simon Buisson, ça s'est passé comment pour vous, le déclic? C'est vrai qu'en écoutant Guillaume, ça me fait penser que ça vient aussi d'un peu de ces petites caméras, quoi. Enfin, je me souviens, moi, d'avoir mes premiers projets, d'avoir tout bricolé moi-même, quoi. Et on était un peu cette génération où tout était possible, quoi. Enfin, avec une petite caméra et un ordinateur et la suite Adobe, on pouvait un peu faire toute la chaîne de création. Mais je n'ai pas demandé ça à Guillaume, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne joue pas plutôt à des jeux vidéo? Pourquoi on ne va pas faire du sport? Ou on ne se met pas à lire? Pourquoi aller jouer avec des caméras quand on est petit? Enfin, je ne sais pas quel âge ça a commencé pour vous, mais... La musique. La musique, j'étais violoniste et j'ai failli à un moment en faire mon métier. Mon grand-père était guitariste, voulait que je sois violoniste. J'adore ces histoires de parcours. Et voilà, donc j'ai fait un BTS de son et je suis rentré à la FEMIS en son. Et petit à petit, dans l'école, en fait, j'ai un peu touché aux autres médias, rencontré les autres sections. Et je suis sorti avec un documentaire interactif qui m'a un peu plongé dans la réalisation.
et jusqu'à Way or Die, qui est presque quelque chose d'un peu documentaire. Pour moi, il est un peu à la croisée de tous mes projets, quoi. Il est interactif, on a un peu l'impression de suivre une jeunesse c'est comme si j'étais allé filmer un week-end d'intégration, quoi. Je crois que c'était là vraiment où j'ai eu mon premier coup de cœur de mise en scène, quoi. Où même mes comédiens me disaient, mais en fait, cette soirée, on l'a vécue, quoi. Même, quand je revois la bande-annonce aujourd'hui, je me dis, mais comment on a pu aller si loin, quoi. Mais parce que c'était ma génération, et voilà, il y avait un plaisir à les rendre fous et à mettre des caméras, pour le coup, très proches des corps pendant tout ce week-end, quoi. On va parler de technologie avec vous. J'aimerais quand même savoir, est-ce que les technologies modernes, les progrès technologiques qui sont incessants, est-ce que ça vous aide à raconter les histoires que vous avez envie de raconter, ou est-ce que c'est au contraire, il faut vous adapter à chaque fois aux nouvelles technologies? Comment ça se passe? Ça se passe dans quel sens, en fait, la créativité Moi, je pense que c'est complètement différent de Simon, dans le sens où j'ai l'impression que ça libère les possibilités, mais ça vient, pour moi, j'ai pas l'impression que ça vient créer de nouvelles façons de raconter. J'ai l'impression que c'est les mêmes, parce que je me suis pas saisi justement de l'interactivité ou des choses comme ça, même si ça libère en termes de format, parce que sur le web, si on se destine à une audience qui n'est pas de la télévision, où il faut remplir des cases et tout, on est libre dans le format. Donc en ça, et le fait de la miniaturisation des caméras aussi, c'est génial. Parce que je pense que l'effondrement, on n'aurait pas pu le faire si les caméras étaient trop lourdes. Ouais. Et s'il y avait en plus des magasins de 10 minutes, comme autrefois quand c'était de la pellicule. Marie, on va vers l'effondrement ou pas? Oui, je propose qu'on regarde quelques images de l'effondrement. Nous allons vivre l'effondrement de notre civilisation. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune institution dans ce pays ou ailleurs qui n'est prête à affronter ce qui va se passer. Attends, Laurent, quand tu dis que le pays va être paralysé, ça veut dire quoi? C'est à cause des pénuries, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas les détails, mais c'est tout le système qui risque de se casser la gueule. La seule loi ici, c'est la loi du marché. C'est maintenant. Après, ça sera trop tard. C'est la merde. L'eau a commencé à s'évaporer. Il n'y aura plus de transport, il n'y aura plus d'essence, on pourra même pas communiquer. C'est aujourd'hui, je le sens. C'est plus grave que ce qu'il raconte à la télé. Tout s'arrête un jour. T'es pas inquiet pour tes filles, toi? On peut y arriver. Arrête de me dire. Papa, à la station! Papa! Viens avec moi. Pense à toi, Margot. Pense à toi. C'est normal d'avoir peur, ok? Moi aussi j'ai peur. On est ensemble. Ça va bien se passer, ok? L'effondrement, nous avions il y a quelques semaines sur notre plateau Philippe Rebaud, donc on en a déjà un peu parlé, mais ce qui est super fascinant, c'est effectivement le côté répétition et millimétrage imposé par ce plan séquence de 20 minutes qui fait à chaque fois un épisode. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez eu cette idée folle? On avait eu l'idée tous les trois, donc avec Jérémy et Bastien, d'une série autour de l'effondrement. Et il n'y avait qu'un épisode qui était pensé pour être un plan séquence. Et en fait, en essayant de démarcher des prods pour vendre d'autres projets, ça mettait trop de temps pour nous. Donc on s'est dit, on va tourner cet épisode de la station-service qu'on voit les images derrière. Et parce que c'était celui qui était écrit en plan séquence, on s'est dit, on va faire juste un court-métrage, on le mettra sur le web. Et une fois qu'on l'a fait, c'était tellement chouette, c'était tellement super de le concrétiser, de le filmer, de faire un plan séquence et de vivre en fait le film, comme rarement on le fait au cinéma, parce qu'on découpe tout, donc on vit que des petits morceaux de film. Là, on vivait vraiment le film en même temps que les comédiens. Et du coup, ça nous a donné envie de réécrire toutes nos idées qu'on avait eues, mais pour que ça puisse fonctionner en plan séquence. Ça, c'était le pilote. Il n'y avait pas Philippe Rebaud, hein. Il nous a dit qu'il n'était pas là au moment du pilote. Ouais. Hein. On a retourné, en effet, une fois que Canal s'est mis dans la boucle, mais à la base, c'était un projet qu'on s'est dit, on le fait seul, on y va, et en fait, en l'écrivant et tout, on s'est dit, on va quand même le proposer à Canal+ et France Télé. Au final, on est parti avec Canal+. Ils vous ont suivi. Ouais. Philippe Rebaud nous disait que autant sur le fond, le projet l'intéressait, mais aussi une espèce de défi technico-artistique pour tous les comédiens de ne jamais cesser de jouer. Hein. C'est ce qu'il nous racontait, Marie, c'est que même quand la caméra n'était pas sur eux, ils continuaient à jouer pour que l'action se perpétue et pour que vous puissiez ensuite les retrouver. Parce que c'est vous qui cadrez en plus. C'est moi qui cadrais, ouais.
C'est-à-dire que vous êtes au cadre, mais c'est pas vous qui réglez la chorégraphie, c'est impossible. Non, on répète, on n'avait pas assez de jours de tournage et de répétition. On avait en gros, on faisait. Alors, en vrai, c'est dès l'écriture que ça se construit un plan séquence. Déjà, on sait où va être la caméra dès l'écriture. On essaie de penser le truc en se disant c'est possible. Ensuite, il y a les repérages des lieux qui sont hyper exigeants parce qu'il faut arriver à trouver un lieu qui ne va pas faire perdre trop de temps dans un trajet ou des choses comme ça pour que le rythme il soit là. Il n'y a pas de montage, qu'on n'a pas le droit de montage. Et après, ouais, donc dans le lieu, on commençait déjà, nous, à chercher le cadre en se filmant dans les repérages, en testant les longueurs, voire on réécrivait le scénario si jamais on n'arrivait pas à trouver le lieu idéal. Et après... Mais après, il y a des assistants qui sont derrière vous, qui écartent les gens, il y a quelqu'un qui met en scène... comment vous fonctionnez ? On appelait ça des tops. C'est-à-dire, il y avait des tops, il y avait plein de tops à lancer en fait. Bien sûr. C'était Jérémy, donc on avait donc tous les trois en tant que réalisateur, on avait des postes on était très contents d'être trois finalement pour réaliser toute cette série. Et donc en effet, j'étais au CAD, il y avait Jérémy qui était derrière moi, qui avait un retour vidéo, mais qui était responsable de lancer les tops. Donc il y avait un Toki qui lançait avec l'équipe mise en scène les tops de comédiens, de figurants ou des événements qui devaient arriver. Et puis il y avait Bastien qui était derrière le retour vidéo et qui du coup pouvait aussi prendre des notes. Et en fin de prise, on pouvait se retrouver, se débriefer ensemble, se dire ok, qu'est-ce qu'on change, quelle indication on donne à qui. Et puis on se répartissait comme ça les... Combien de prises pour une séquence ? Ça dépend vraiment des épisodes. Le moins de prises qu'on ait fait, c'est 3. Et le max, ça doit être 9, 10 ou 11, je sais plus. Jamais de triche, parce que je ne sais pas, Simon, si vous êtes allé jusqu'à la scène qui s'appelle l'île, qui se passe sur un bateau notamment, où on passe sous l'eau, puis on ressort sur le bateau, etc. À la base, on pensait en tricher que 2. Ah. Et on en a triché 4 sur les 8. Donc il y en a quand même 4 qui se sont fait des vrais plans séquences. Mais oui, l'île, c'est un des plus trichés, parce qu'on pensait qu'il n'y aurait qu'une coupe. Au final, je crois qu'il y en a une dizaine. Et... Ça se voit pas, hein, mais bon, on se dit c'est pas possible, quoi. On se dit à un moment donné, humainement, c'est pas possible. Ou alors il aurait fallu un mois de répétition, là, c'était clairement pas ce qu'on avait. Donc on a eu beaucoup de chance d'ailleurs avec la météo, parce que ça aurait pu être impossible comme épisode. Est-ce qu'on n'a pas peur dans ces moments-là que le défi technique dépasse en fait le fond, ou même simplement la narration, le plaisir de regarder Oh non, je pense qu'on faisait confiance dans l'histoire qu'on avait réfléchie, écrite et tout. Et que justement le concret était juste là pour mettre en scène, enfin pour raconter une histoire qu'on avait écrite. Donc non, il n'y avait pas... Au contraire, même le plan séquence, pour nous, était une façon d'appuyer notre propos et de rendre le plus réaliste possible ce qu'on essayait de raconter. Donc non, ça participait à l'immersion dans l'histoire. Il y a d'ailleurs donc un vrai souci de réalisme, je rebondis. La jeunesse, la volonté de raconter ce monde qui est à la fois proche du nôtre, ultra angoissant, un peu, on en parlait un peu la Years and Years, hein, quelque part, ce côté on y est, mais on n'a pas tellement envie d'y être quand même. Ça sort d'où quand vous avez imaginé ce récit-là ? On a longtemps aidé en fait une chaîne d'interviews sur Internet et du coup on a croisé beaucoup de gens et en fait ça revenait au fur et à mesure ce sujet. C'était pas clairement l'effondrement, mais clairement comme c'était, on regardait comment allait le monde en gros et qu'on n'allait pas dans la bonne direction. Nous, on fantasmait de voir une série ou un film qui traiterait de ce sujet et non pas à la sauce Hollywood en mode scénario catastrophe où tout le monde se met les uns sur les autres, ou alors de fantasmer un scénario catastrophe où, je sais pas, du jour au lendemain, la Terre prend feu, ou j'en sais rien, ou il y a une évasion extraterrestre. Arrêtez de nous faire peur. De vraiment placer l'effondrement dans notre réalité, si ça arrivait là, maintenant, chez nous, quoi. Et c'est ça qui nous fascinait d'imaginer. Et quand on a eu cette idée, on a pu déjeuner avec Jacques Blamont, qui est un des fondateurs du programme spatial français et qui avait 92 ans et qui a écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet, dont un qui s'appelle « Introduction au siècle des menaces » ou alors, je ne sais plus, « Proposition pour un futur pour l'humanité ». Et notre premier questionnement quand on l'a rencontré, c'est de dire alors s'il y a effondrement, ça va venir d'où ? Et il nous a cité des scénarios catastrophes que nous-mêmes, on n'a pas mis dans notre... mais c'était centrale nucléaire, la première peur, c'était... il y avait épidémie, il y avait pandémie, il y avait la famine, il y avait puis les guerres à cause des tensions géopolitiques qui grimpent. Et on s'est dit, OK, en fait, ça peut venir de plein de facteurs. Mais pour lui, la tension fait que... on fait que monter en tension et il y a forcément un des scénarios qui va... pour lui, c'était inévitable, quoi. Et d'ailleurs, on fait référence à lui dans le dernier épisode, puisque notre scientifique s'appelle Jacques Montblat.
Et, voilà. Ah d'accord. Mais oui, donc on a compris que ça servait à rien de chercher une cause précise, que nous, ce qui nous intéressait, c'était de raconter un effondrement, peu importe la cause, même si c'est pseudo-évoqué dans la série. Alors, vous montrez qu'il y a une forme de collaboration aussi possible. Il y a des affrontements, mais il y a aussi d'autres choses qui sont possibles. Pas forcément l'homme est un loup pour l'homme, mais peut-être d'autres possibilités. Ça, c'est fort, parce qu'on voit rarement ça dans les films collapsologiques ou d'anticipation pessimiste. C'était clairement une volonté, ouais. Et quand on a commencé à écrire, on a aussi découvert du coup les ouvrages de Pablo Servigne et ses co-auteurs qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer, aussi Une autre loi de la jungle. Et du coup, c'était, je pense, que c'est beaucoup grâce à l'autre loi de la jungle qui nous a dit il faut qu'on arrive à se raconter d'autres récits où justement l'homme n'est pas juste un loup pour l'homme, mais au contraire, ce qui a permis notre évolution, c'est l'entraide et c'est pas le chacun pour soi. Et du coup, on avait très conscience de ça et ça nous a un peu amené dans une impasse parce que quand on apprend à écrire, on apprend que c'est le conflit qui crée l'histoire. Oui, exactement. Il faut des opposants, il faut des adversaires. Créer du conflit. Tout en évitant que ce soit le chacun pour soi qui l'emporte. Et on en a tiré la conclusion que si on voulait parler d'entraide, à un moment, il fallait forcément parler de son opposé. Et du coup, je pense que l'épisode qui illustre le mieux, c'est l'épisode du hameau, où en fait, on montre que juste une personne, pour rompre un espèce de cercle de confiance qui s'est créé dans ce hameau, dans cet îlot un peu isolé. Il suffit d'une crise de parano, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bien actuel, ça. Mais je trouve que ça résonne tellement bien avec notre monde actuel. Ça vous fait réagir comment, vous, Simon, quand vous entendez Guillaume qui a une forme de philosophie aussi dans sa manière d'aborder son... Ouais, je trouve que de fait, ça résonne avec moi, ma pratique du plan séquence. Et je trouve que c'est... Là, quand tu parles de dramatisation, je sais pas pourquoi je le lis un peu aussi au plan séquence. Quand tu es en plan séquence, tu peux... Voilà, je réfléchis en parlant, mais tu peux moins dramatiser, en fait, puisque il n'y a pas d'ellipse, quoi. Tu es en continuité. Et en fait, souvent, la dramatisation va aussi avec le temps et le fait d'accélérer les histoires et des time locks, etc. Et le plan séquence, après, c'est ça qui est génial, c'est une mise en tension entre le comédien et le spectateur, en fait, parce que, moi, j'ai regardé l'effondrement, c'est vrai que je ne cesse de monter en tension avec le comédien qui lui aussi monte en tension. Et ouais, je trouve ça, c'est quelque chose, moi, c'est un exercice qui me fascine et je trouve, voilà, il y a quelque chose qui est un peu de la chronique dans le plan séquence parce que c'est moins, moi, pour faire référence à la République, quoi, on suit des personnages pris dans un attentat, mais ça résonne beaucoup avec l'effondrement, où on voit comment un humain réagit à une situation comme ça, dramatique, quand il est face à la mort et comment il peut avoir... Le danger, et comme en fait souvent c'est pas du tout, surtout pour parler des attentats, on ne sait jamais comment on va réagir quand on est face à ces situations et je trouve que le plan séquence atteste de ça, c'est qu'on voit le switch seconde par seconde du personnage qui passe du calme à la folie, du calme à l'entraide, à la générosité, à l'égoïsme, et je crois vraiment que c'est lié à cette... Voilà l'altruisme, parce qu'il y a tout. Aider l'autre ou aider soi, moi, dans République, justement, on essaie de montrer qu'il n'y a pas de mauvais choix, on essaie de ne pas juger, quoi. On raconte qu'en fait, tous les choix, finalement, sont extrêmement humains et compréhensibles. Voilà, chacun à sa façon. Et qu'au final, après, moi, dans République, c'est ce qu'on voulait montrer. On essaye de diviser une société, de diviser un peu les gens. Et en vérité, quand on est vraiment avec eux, collés à eux, justement, avec ces caméras live qui sont collées à eux, en comprenant leurs choix, je trouve qu'en fait, c'est plutôt quelque chose d'inverse qui se produit, où en fait, c'est plutôt les gens qui se retrouvent. Il y a plutôt une humanité qui est très forte. Et, c'est ce qu'on essaie de raconter avec ce projet, quoi. Mais c'est ce qui fonctionne tout à fait. Alors, c'est un projet, on va le préciser, qui se regarde sur son téléphone. Alors, je ne sais pas de téléphone, mais je fais ça avec mes mains. Et donc... Oui, non, mais c'est ça, c'est comme ça. Alors, c'est interactif parce qu'on passe de duo de personnages à d'autres. Et il y a ce système d'interactivité. Pourquoi avoir fait quelque chose d'interactif qui se regarde sur un téléphone? La réflexion qu'on a eue avec mon co-auteur Olivier Demangel, c'est que nous, on a vécu les attentats en échangeant par texto, par WhatsApp, avec nos amis, en étant sur Twitter, sur BFM. Et on a vécu cette nuit vertigineuse vraiment dans les médias. Et en fait, nous-mêmes, en suivant les attentats à ce moment-là, on avait, à l'époque, c'était une plateforme live qui s'appelait Periscope. Oui, c'est ça. Et on lançait des lives comme ça qui suivaient comme ça les situations dans la rue. Et en fait, on essayait, nous, de reconstituer ce qui se passait pour être au plus proche de la vérité. Donc en fait, naturellement, le lendemain, en cherchant comment retranscrire cette nuit, on s'est dit qu'il fallait juste raconter 3 lives assez plausibles finalement, parce qu'on voit brut. En fait,
on suit les manifestations avec Rémi Buzine, comme ça, et en fait, ça atteste d'une vérité où, je me souviens, il passe dans le McDo qui va brûler, il va chez les flics, après il va du côté des journalistes, et tout ça finalement en plan séquence, et je crois que le fait que ce soit en plan séquence fait qu'on est, moi, Buzine, quand je lance, je suis collé à mon téléphone et j'arrive pas à arrêter, quoi. Et comme en plus il interagit avec, alors j'allais dire les spectateurs, mais oui, les spectateurs, avec les followers, en fait, il y a une espèce de discussion. C'est ce qui se passe aussi dans République. Voilà. Et nous, voilà, c'est ce qu'on finit par raconter, c'est que les spectateurs, en l'occurrence, ils aident même parfois les personnages, ils les soutiennent, alors des fois même ils les insultent. Oui. En fonction de la typologie de ce qu'ils voient, il y a tout ce dialogue qui se met en place. Et en plus, il y a l'idée, c'est ce qui me fascine, quoi. Et avec Wire Die, c'était un peu le même principe, c'est ces caméras et finalement cette technologie qui est collée au corps, quoi, où en fait, la caméra n'est jamais plus loin que le bout du bras. Et donc finalement, et ça résonne même avec Stalk, c'est notre zone intime, quoi, où ces objets sont là, collés à nous. Et finalement, c'est des capteurs d'émotions très forts, quoi. Et c'est vrai que face à l'attentat, face à cette guerre comme ça dans la ville, ce qu'on essaie de montrer, en tout cas moi en tant que cinéaste, c'est comment cette émotion est phagocytée et transformée par le danger. C'est presque le gros plan permanent. On peut regarder quelques images, Marie. Alors c'est pas sur notre téléphone, enfin à moins que vous regardiez l'émission sur votre téléphone, mais en tout cas on vous l'envoie, quoi. Regardez comme vous voulez. C'est bon, c'est en live là. Oh putain, Léo, personne nous a cramé. Mademoiselle, excusez-moi, qu'est-ce que vous pensez de cet homme, s'il vous plaît? T'es sérieux, mec? Comment tu vas arriver à quoi que ce soit comme ça? Il y a N93 qui demande où on va. Aujourd'hui ou pas? C'était quoi ça? Bonsoir à tous, c'est Rudy pour Live. Je suis en direct du quartier République où un véritable mouvement de panique vient de débuter. Faut aller les aider. Qu'est-ce que tu pars à quoi, une hallucination? On se casse. Ça va, monsieur? Vous êtes blessé ou là? Ma jambe. C'était qui? C'est le pote de Thierry, il était avec lui. Et il était au téléphone avec lui il y a des minutes, il arrivait à République et ça a coupé. Quoi? Ça a coupé. Vous pouvez pas nous aider au lieu de nous empêcher d'avancer? Je vous aide là! Ils sont encore à l'intérieur. Alors moi, il y a quelque chose de très intéressant, je trouve, dans votre parcours, c'est cette manière de mêler les genres, en fait. Quelque part, de refuser d'être cantonné à un registre entre le documentaire, la fiction, l'interactif, le digital. Comment vous appréhendez tout ça? Ça vous paraît normal, logique? C'est une volonté de bousculer les codes? C'est vrai que comme je viens peut-être un peu du documentaire, même dans 36-15, en fait, j'avais ce point-là, c'est la vraisemblance. Même dans la comédie, pour moi, le plus important, c'est le vraisemblable. Et donc, arriver à un naturalisme où à un moment, on a vraiment cette impression d'être avec les comédiens, collés à eux, etc. Après, d'un point de vue plus technologique, c'est vrai que, oui, c'est là peut-être ce que vous voulez dire par là, par les genres, c'est la navigation entre les différents supports, entre du cinéma au téléphone portable, tous ces... La VR aussi. La réalité virtuelle. Moi, j'avais aussi un projet en réalité virtuelle. Finalement, la VR, je trouve, aujourd'hui, ne marche pas comme on l'a imaginé à une époque, quoi. Mais c'est ça, et je crois que ça vient aussi, comme je disais au départ, de ce parcours où on mélange, cette capacité de mélanger tous les supports, et qui est un moyen, j'ai l'impression, enfin en tout cas là, dans mes thématiques depuis 5 ans, d'essayer de raconter au mieux la jeunesse et de la voir, oui c'est ça, de la voir vraiment employer elle-même ses caméras et cette technologie qui est collée à elle. Et il y a toujours, ce qui me tient à cœur, c'est toujours d'essayer de comprendre ce lien entre la technologie et le désir, quoi. Et d'essayer de ne pas regarder ni la technologie ni la jeunesse dans une dystopie, comme on peut le voir parfois un peu trop, où la technologie est forcément néfaste. Forcément. Aujourd'hui, j'ai l'impression que de toute façon, on est plongé dedans et on mourra avec, quoi. Donc ça me fascine d'essayer d'observer ça et pas forcément de façon pessimiste, quoi, et de regarder tous les tenants et les aboutissants. Et c'est vrai que dans mes films jusqu'à maintenant, c'est toujours un peu les deux ingrédients très forts, technologie, image et
Et aussi toujours quelqu'un qui filme ou quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui stalk, comme dans Stalk. C'est ce week-end d'intégration où les gens se filment. Pareil, on se filme dans République. Il y a toujours un rapport avec le point de vue. C'est-à-dire qu'on on est toujours presque, nous, en tant que spectateurs, peut-être le deuxième à regarder cette image, parfois qui est créée, pas par vous, mais par quelqu'un d'autre. C'est assez étonnant, il y a une sorte de kaléidoscope, de poupée russe, quoi, de qui filme et... C'est la monstration, quoi, c'est ça. Enfin, sur Way or Die, mon premier projet, en fait, c'était aussi l'idée de raconter qu'en fait, s'il n'y avait pas de spectateurs, si ces jeunes ne créaient pas ces vidéos pendant ces week-ends un peu terribles, en fait, probablement que ces week-ends seraient moins violents. En fait, les rapports de pouvoir existent aussi parce qu'il y a une image qui les filme et parce qu'il y a une sorte de compétition comme ça de qui va créer l'image la plus sulfureuse, la plus étonnante. Et finalement, dans République, il y a quelque chose qui ressemble aussi, où nous, en tant que spectateurs, en naviguant dans ces images, en fait, on fait appel à notre propre fascination, curiosité, parfois assez malsaine. Parfois voyeuriste. Voyeurisme complètement. Alors là, ça rejoint avec mon projet Stalk, où en fait, depuis la naissance du cinéma, le voyeurisme, enfin, je sais pas, moi, c'était par exemple De Palma, c'est une fascination. Et c'est vrai que l'idée d'observer, qui est un peu la mise en abîme du réalisateur sur ses comédiens. Et en fait, Stalk réactualise quelque chose d'assez classique, finalement. On voit Peeping Tom, quoi, le voyeur qui est normalement derrière ses jumelles à regarder quelqu'un derrière une vitre. En fait, c'est la même chose, mais finalement, version Snowden, quoi, où en fait, nos téléphones, nous, on le sait, finalement, nous épient en permanence, de façon un peu plus métaphorique, peut-être plus indirecte que ce que fait notre personnage dans Stalk. Mais voilà, c'est d'imaginer. Alors peut-être, moi, c'est quelque chose qui me fascine, et je pense à nouveau que ça résonne quand on est jeune, qu'on n'a pas forcément les codes, qu'on n'est pas forcément émancipé, d'imaginer que comme Luc, en rentrant dans les caméras, il peut s'inspirer des autres et il peut comme ça observer et finalement se mouvoir et essayer de ressembler avoir les qualités de son pire ennemi ou séduire la fille de ses rêves. Ça, c'est Théo Fernandez. Hein, voilà, Théo Fernandez qui joue, voilà. Et à la fin de la série, alors c'était un peu l'idée, c'est que finalement, si vous êtes avec quelqu'un et que vous allez raconter un secret, qu'il y a un téléphone entre vous deux, vous allez regarder cet objet en disant mais peut-être qu'on m'écoute, quoi. Et voilà, pour un peu, je sais pas si c'est mettre en garde, mais et surtout faire prendre conscience de l'intrusion de ces objets qui sont toujours, même dans nos poches, capables de nous écouter. Alors Stalk, c'est pour France TV, hein, Marie, 10 fois 23 minutes, hein, c'est ça. C'est ça. Théo Fernandez, Carmen Kassovitz aussi dans cette série. On va en regarder tout de suite quelques images. Je m'appelle Lucas, je suis étudiant à l'École nationale des sciences de l'informatique, l'élite quoi. Vous avez 1 heure pour dissocier le mouvement de ses oreilles. Ça fait juste 4 ans qu'il donne ce putain de test et que tout le monde le foire. Le meilleur d'entre nous. Merde. Alex ruine ma vie. Je ruine la sienne. Elle, c'est pas sa meuf. Let's talk. On se connaît, non? Tu t'appelles Alma Hadid, t'es né le 29 juin 1998. Ton père s'est barré quand t'avais 10 ans. Tu kiffes David Bowie, t'imites Beyoncé devant ta glace et tu parles en dormant. Alex la mérite pas. Je vais pas ruiner sa vie. Je vais lui voler. Mais je vais bientôt le payer. Moi aussi, je me suis fait stalker. Je viens de recevoir une vidéo de nous, là. En train de baiser. Qui d'autre t'a stalké? Qu'est-ce que t'as vu de moi? Qu'est-ce que t'as vu de moi, putain de merde? S'il continue comme ça, le campus va exploser, c'est sûr. Je sais que c'est toi. Je connais ton style. J'ai rien à cacher. C'est ça, ouais. Pour s'attarder un peu sur Stalk, justement, qui est donc un projet France.tv, quel a été le parcours de cette série avant qu'elle arrive à l'écran? Alors, c'est ma rencontre avec Priscilla Bertin, qui est productrice chez Silex Film, qui est venue me voir après Way or Die et qui m'a dit un peu carte blanche, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et donc moi, c'était à l'époque des révélations de Snowden, où, et je cherchais une image, comme ça, une première image, et je me souviens, c'était lors d'un dîner avec des potes, où on était en train de se dire, mais imaginez, on nous écoute à ce moment-là, et en fait, cette phrase a suffi à me donner l'idée de me dire, mais en fait, c'est exactement ce qu'il faut faire, d'imaginer qu'en fait, un gamin aujourd'hui de 20 ans peut avoir le même skill, comme on dit, que la NSA à l'époque aux États-Unis, quoi.
Et donc, juste en restant dans sa chambre avec son ordinateur, rentrer comme ça dans l'intimité des autres. Et alors j'ai écrit avec Victor Rodenbach au tout départ, et ensuite avec Jean-Charles Pogam. Et en fait, on a créé comme ça en 3 temps cette aventure. Et France TV Slash, à l'époque, est arrivé. C'était encore un 10x10 qu'on avait imaginé pour des plateformes plus... à l'époque du 10x10. Et France TV nous a proposé de le gonfler en 10x20. Et voilà, donc ça a été une aventure qui a pris un peu de temps et qui raconte cette histoire de luxe, donc capable de rentrer dans les téléphones. Et avec moi, ce qui me fascinait, à ce moment-là, quand on l'a créé, c'est de créer un peu une grammaire qu'on n'aurait pas trop l'habitude de voir. C'est-à-dire que finalement, ces téléphones posés sur une table ne montrent jamais vraiment la scène qu'il est censé voir, juste des fragments. Et trouver un moyen de rentrer dans ces scènes. Et en fait, c'est ce qu'on a réussi à faire finalement avec le chef opérateur, avec une caméra qui lévite sans cesse, un peu sur un steadicam comme ça, qui n'est pas bullé. Donc la caméra s'approche et colle les corps comme ça. Et voilà, une façon de montrer un peu la toute-puissance du personnage capable de regarder, alors qu'il reste dans sa chambre pendant 10 épisodes, d'observer un monde dans lequel il n'est pas, quoi. Et puis qui prend une place extrêmement forte dans la vie de ses copains. À force de les observer, il finit par les imiter, il finit de fait par les piéger. Alors je crois qu'il y avait la question de l'empathie qui était très importante, parce que suivre un personnage comme ça qui finalement presque viole l'intimité des autres. Sans vergogne. Et voilà, donc on a repris le format du Rise and Fall assez classique, c'est-à-dire qu'on commence, on le voit au fait de sa gloire, on comprend qu'il est arrivé à l'endroit où il a toujours rêvé d'être. Et en fait, on fait un flashback et on prend au départ où en fait, il est un peu Asperger, il n'a pas les codes, il fait un peu week-end d'intégration qui se passe pas très bien. Vous aimez bien les week-ends d'intégration. Le week-end d'intégration, il se fait humilier, plus fort. Enfin voilà, donc derrière, je pense qu'on est tous avec lui à se dire bon, de ce point de départ, on est d'accord qu'il y aille, quoi. Ouais. Et je crois qu'il y a quelque chose, moi ce que j'ai voulu faire, c'est qu'en fait il vous prend par la main, on est d'accord, on y va, on a le droit un peu de regarder parce qu'il faut que je me venge de mon pire ennemi, etc. Et en fait, il nous dépasse un peu, il va beaucoup plus loin que le simple fait de les observer, ce qui manipule vraiment tout le monde. Et alors, je ne sais pas, mais de ce que on a essayé de faire, c'est qu'en fait, vous, spectateurs, vous avez toujours envie qu'il aille de plus en plus loin. Moi, je suis mal à l'aise. Ah bon? Ça franchit certaines limites morales. C'est vrai? Et oui. Et non, à un moment donné, non. Trop. Oui, mais alors au bout d'un moment, justement, il est sous l'emprise des méchants. Et c'est ça. Voilà, donc on sort toujours dramatiquement, mais on flirte quand même avec cette frontière de la moralité et de l'adhésion qu'on a avec. C'est ce qui est intéressant en même temps. Vous parliez de votre steadicammer, de votre cadreur, et je pensais à Guillaume, le fait que vous cadriez. Il y a un plaisir physique aussi encore, parce que c'est vrai que l'image, ça devient quelque chose qui se voyage, qui est un peu partout. Et j'ai l'impression que vous, il y a quand même cette envie de tenir une caméra, d'être au physique, d'être au contact. Parlez beaucoup de contact aussi, Simon, de proximité avec les comédiens. Ah oui, complètement. Ah oui, c'est vrai que je tenais à cadrer la série et c'était une épreuve physique parce que tenir pendant 20 minutes une caméra qui était une Arri Alexa Mini, même si c'était une petite caméra, ça reste lourd. Et ouais, non, c'était fou. Encore une fois, je vais me répéter, mais de vivre en fait l'histoire avec les comédiens en temps réel et pendant tout le film, c'est fou. Et il y a une énergie qui se dégage, mais je crois que c'est les meilleurs tournages que j'ai faits parce qu'on vit le truc et parce que tous les postes sur le film sont hyper importants. Il suffit qu'il y ait une personne qui foire et le film entier est raté. Et du coup, il y en a beaucoup, même des ingé-sons et tout, qui sont venus nous voir à la fin en disant mais c'était notre meilleur tournage parce que c'était trop bien à faire, quoi. Il y avait vraiment une pression pour tout le monde. C'est fusionnel votre rapport? Vous êtes l'homme caméra? Non, mais il y a un truc assez fou, c'est que par exemple pour l'épisode de Lille où là c'était une caméra plus légère, mais il y a un moment où normalement j'aurais pu me casser la gueule sur le bateau et je suis pas tombé une seule fois et je sais pas comment j'ai fait. Alors après j'ai été beaucoup aidé aussi par le skipper qui a des ventouses sûrement sous les pieds, je sais pas comment il faisait, mais qui me tenait. Mais ouais, il y a un truc de aspiré complètement par la caméra et on devient la caméra. Ouais. On est aspiré par ce qu'on filme un peu, non? C'est ça? Je saurais pas décrire la sensation réellement, mais oui, et puis aussi hyper concentration. Et c'est fou, c'est que on se rend compte, il suffit qu'il y ait une petite erreur au début du plan et je suis complètement déconcentré. Et on sent aussi que tous les comédiens sont déconcentrés et ça foire de plus en plus. Et en fait, si au début ça se goupille bien,
En fait, il y a une espèce d'énergie qui se met en place et tout marche et tout le monde comprend ce qui se passe et même tout le monde comprend même mieux ce qu'on est en train de raconter. Donc pour tout le monde, ça devient clair et il y a des moments de magie comme ça où même physiquement, moi, je me chantais « Vas-y Guillaume, tiens », parce qu'il y a un moment, c'est épuisant, c'est trop dur. Et ouais, il y a un truc, c'est fou à vivre. Ouais. Passionnante cette différence d'approche et des uns et des autres. Alors il y a 3615 Monique aussi. Bah oui, alors on n'a pas parlé beaucoup de nouvelles techno, de digital, etc. Voilà, on fait un petit flashback. Bah oui, la Minitel. Technologie aussi en fait. C'est exact. Ouais. Donc 3615 Monique. Ouais. Peut-être qu'on peut commencer par avoir des images, que ça nous plonge tout de suite dans l'ambiance de cette série OCS. On pourrait penser voir un simple ordinateur, mais non. C'est un petit bijou en termes de performance. D'ici 3 ans, tout le monde aura cette machine. Oh, mais ils font des toutes petites télés maintenant. Imagine un service de messagerie érotique. 3 masturbations par semaine, par client. Sur 1 mois, ça fait 11 355. Waouh. Bonjour Robert Pouguet. 3615 Monique. Le prénom de ma mère. C'est la femme la plus sexy du monde. Ça fait des mois qu'ils amassent à des milliers de francs, peut-être pour le second. Je vais revenir dans 24 heures et vous allez me rendre mon argent. Voilà, c'est bien. J'y suis là. Il y a peut-être besoin de 2-3 ajustements encore, mais... 3615 Monique, la plongée dans les années 80, reconstitution historique, une grosse direction artistique. Comment vous êtes intervenu sur cette série Dès le départ, quoi. J'ai rencontré les scénaristes et on a vraiment bossé ensemble dès le départ, quoi. Fasciné que j'étais par Social Network de Fincher, raconter comme ça le monstre technologique qui est en train de naître. Et je crois aujourd'hui, en tout cas pour l'avoir testé un peu chez différentes générations, pour les jeunes, ça leur fait un peu l'effet. Finalement, quand ils voient 3615 Monique, ils sont pas vraiment étonnés. Pour eux, c'est ce qu'ils vivent tous les jours avec Instagram, quoi. C'est juste qu'entre guillemets, en 40 ans, on a remplacé les mots par l'image, quoi. Et en fait, c'est le début des échanges dématérialisés. Et en fait, sans s'en rendre compte, ces trois potes créent le premier chat, quoi, créent les premiers échanges, presque les premiers échanges de textos, quoi, et créent aussi l'idée du fantasme, c'est-à-dire que, alors ça c'est super pour la comédie, mais comme il n'y a pas d'image, en fait on ne sait jamais qui est réellement derrière, et dans l'histoire du Minitel Rose, c'était souvent des étudiants ou des hommes, c'était pas du tout ces fameuses hôtesses virtuelles qu'on fantasmait, et je crois, voilà, ça raconte un peu aussi l'ère dans laquelle on est, où en fait, ce qu'on voit derrière ces petits écrans de réseaux sociaux, c'est rarement la réalité. Souvent, elle est fantasmée. Et voilà, donc en suivant ce trio, en fait, sans s'en rendre compte, en fait, sans maîtriser vraiment, ils créent le premier réseau social de l'histoire, quoi. Et avec tout ce que ça implique comme question morale et que ça va impliquer par la suite jusqu'à, dans les saisons à venir, Internet qui peut arriver, etc., quoi. Sur la direction artistique dont parlait Marie, ce que j'aime bien, moi, c'est que vous reconstituez en quelque sorte les années 80, mais c'est pas trop appuyé. Enfin, il n'y a pas... comment dire ? Caricatural. Non, c'est pas caricatural, c'est pas... Regardez comme on reconstitue bien les années 80, regardez... Comme ça peut arriver notamment avec les années 60 ou 70, où parfois la reconstitution prend le pas presque sur le fond. Là, c'est par petites touches, c'est assez... Alors, je crois assez bien amené. C'est lié aussi à l'économie dans laquelle on est. C'est une économie qui est très... Enfin, c'est une stratégie, finalement. Ouais, on n'a pas assez de budget, c'est ça, en fait. Après, je dis pas, moi, je voulais pas... En fait, souvent, je trouve que si on met des paillettes et des grandes coupes, on rit un peu de l'époque. Oui. C'est pas ce que je voulais. Je voulais que ce soit très, justement, à nouveau, très vraisemblable, très naturaliste et qu'on soit avec eux. Et donc, il y a pas... On fait pas d'effets énormes. Mais en fait, je veux dire... À l'époque, ils n'étaient pas tous en fluo et avec des coupes absurdes. Enfin, je pense que c'est ce qui est resté finalement avec les années, mais il y avait quelque chose qui était surtout fin 70, début 80, assez marronasse, assez verdâtre, assez terne. Et avec Raphaël Van Den Busch, c'est vraiment ce qu'on a bossé. Quand je vois ces images, assez. On n'a pas cherché à esthétiser. Et avec des choix toujours stratégiques qui correspondent à l'économie, comme le fait de tourner en 4/3 où en fait, ça a l'air de rien, mais on efface les bords, quoi. Donc, en fait, on se concentre plus sur les visages, sur les décors. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous tournez dans la ville, c'est compliqué de ne pas attraper des choses qui sont vraiment contemporaines. Donc, comme on n'a pas le budget de les effacer, il y a toute une stratégie formelle pour raconter l'époque, quoi. Et à chaque fois, dans la série, ce qu'on a essayé de faire, c'est que les femmes, finalement, ont toujours un rôle un peu
elles tiennent un peu tous ces hommes à la baguette et c'est finalement un peu elles qui ont le pouvoir, quoi. Donc on a aussi d'avoir, bon, c'est un regard pour le coup contemporain sur cette époque qui n'était pas comme ça, mais de la même façon que Stéphanie, c'est elle qui pousse le les rênes. Ah oui, Noémie Schmitt. Il y a voilà, c'est elle qui elle se sert du cerveau du petit génie et du bagou de celui qui a un peu la langue déliée, et toute l'ambition, c'est elle qui l'apporte. Comme la petite sœur aussi au départ, qui est finalement beaucoup plus décomplexée que son frère, un peu coincé, quoi. Et comme Anne Charrier, qui, voilà, au moment où Mitterrand est élu, en fait, a un grand sourire, quoi, alors que son mari est complètement dépité, quoi. On parle un peu de transmission. Oui, parce qu'il y a évidemment quelque chose aussi qui m'intéresse dans vos parcours, c'est la manière dont vous êtes formés, dont vous êtes arrivés là où vous en êtes. Et je sais que notamment pour votre trio, la transmission, la formation sont des sujets importants. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Avec Jérémy Bernard, on a monté une association qui s'appelle l'Atelier 7, avec laquelle on organise des résidences de création. Donc l'idée, c'est d'essayer d'expérimenter le principe des écoles démocratiques, mais dans la vidéo. Alors, je ne sais pas si ça parle, les écoles démocratiques, mais en gros, c'est des écoles où il n'y a pas de programme, il n'y a pas de professeur. Alors ça peut être perturbant de penser qu'il y a des enfants qui vont faire leur éducation là-dedans, mais nous, on trouve que ça s'y prête particulièrement bien pour apprendre la vidéo, parce que j'ai l'impression que c'est par l'expérimentation que nous, on a appris, et que ce soit par les 48 heures ou aussi pendant l'enfance et pendant l'école de ciné aussi, on a pu beaucoup pratiquer. Et aussi, on a été aidé par une boîte de production qui s'appelle Sixteen, qui nous a hébergés pendant plusieurs années et qui nous mettait à disposition leur matériel. Et en fait, on a eu, nous, notre espèce d'école démocratique grâce à eux, où on avait en fait la possibilité de jouer avec leur caméra, avec leur matériel, leur studio, tout. Et voilà, du coup, l'idée, c'est d'essayer de reproduire ça. Et donc, on a déjà fait une session l'année dernière, et là, il y en a une nouvelle pour en juillet. Donc, pour l'instant, on fait des sessions d'un mois, mais nous, le rêve, c'est que ça puisse exister à l'image d'une école, c'est-à-dire une année scolaire, où voilà, on vient dans ce lieu à plusieurs, et on fait des rencontres qui sont aussi hyper importantes dans le milieu. Et on expérimente, on crée, on sort avec des images qu'on peut montrer. Voilà. En fait, vous vous êtes emparé des choses, et vous avez fait, quoi. Vous êtes avancé... Voilà, dans le métier, avec les outils que vous aviez devant vous, et puis en faisant, vous êtes devenu, et puis vous allez continuer à. Et ce qui est super, effectivement, c'est cette notion de transmission sur un parcours où maintenant, voilà, on vous connaît, vous avez déjà fait des choses qui sont en ligne et qui sont reconnues, et c'est une manière aussi de passer le relais. C'est un peu aussi une sorte de vengeance en moi, qui est que quand on débarque dans ce milieu, on a l'impression que justement c'est très fermé et très on va pas dire ce qu'on sait parce qu'on risque de créer le concurrent. Même à l'école de cinéma, j'ai pu ressentir ça, où il y a des profs qui peuvent être... Alors finalement, les profs les plus intéressants, c'était les profs en fin de carrière qui du coup avaient tout donné. Mais les jeunes étaient plutôt je vais pas te dire parce que je suis en train de former mon concurrent, quoi. C'est effrayant ce que vous nous racontez. Ouais, c'est effrayant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prof dans vos ateliers, en fait, c'est ça. Voilà. Alors il y a quand même des intervenants qui viennent, des professionnels qui viennent, mais pour juste faire une masterclass, faire un retour d'expérience. Et justement, on essaie de choisir des gens qui ont envie de faire des vrais retours d'expérience, de donner des vrais conseils et de se parler à soi-même, limite quand on a débuté. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui se lance et tout? C'est ouvert à qui d'ailleurs ces ateliers? Tout le monde à partir de 18 ans, et on sélectionne aussi les personnes de façon paritaire, c'est-à-dire qu'il y a, pour les sessions qu'on a fait là, jusqu'ici, on prend 12 filles, 12 garçons. Parce que c'est aussi un gros problème en école de cinéma, c'est qu'il y a un pourcentage mais ridicule de filles. Mais très bien. J'ai l'impression, Guillaume, quand j'écoute ce que tu dis, c'est que en fait, on a cherché une liberté, et je crois que le web nous l'a un peu nous a autorisé ça. Enfin, moi en plus moi, j'étais en soins à la Fémis, donc j'ai toujours aussi observé avec une certaine légitimité le cinéma. Et le web, j'ai l'impression, a permis comme ça de pouvoir montrer, d'accéder très rapidement à une audience. Et aujourd'hui, je trouve que les plateformes ont un peu ce rôle-là, ou même Slash qui en est une, quoi. Où, bon, c'est pas très bien financé, c'est assez difficile, mais on a une liberté extraordinaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on recherche tous les espaces de liberté. Et les plateformes, même celles qui vont mieux nous financer, j'ai l'impression qu'elles nous autorisent peut-être plus ces libertés que des canaux un peu plus traditionnels où c'est un peu plus dur de sortir des codes. Voilà, si on finance pas son film avec un casting qui va ramener les entrées, etc., quoi. Deux créateurs libres avec... Quelle ambition ensuite? C'est-à-dire, quels sont vos projets à venir? La liberté ou rentrer un petit peu dans le système? Ça a des avantages. Je ne veux pas le nier. Non, mais de fait, c'est vrai que c'est un peu ironique. Moi, je prépare mon premier long métrage en ce moment, voilà, pour aussi...
plus qu'un support différent, c'est aussi la taille de l'écran, c'est aussi arriver à ligoter un spectateur. Et c'est vrai qu'il n'est pas aussi libre que sur son téléphone. J'ai envie de le ligoter dans un siège et dans une grande boîte noire où on va pouvoir avoir la main, surtout moi qui suis un peu psychorigide, sur le son, l'image, etc. Les conditions de monstration. Mais au-delà de ça, je dis ça, et en fait, j'ai 2 séries en développement aussi pour des plateformes. Et je trouve ça formidable, ces plateformes, justement, comme je dis, parce qu'on est libre et qu'on a une possibilité d'audience qui est infinie, quoi. Et ça, je trouve que c'est quand même à ce niveau-là, on vit dans un monde qui est noir et qui est très difficile, mais j'ai l'impression qu'on peut quand même encore se servir de ces canaux pour rencontrer des spectateurs et thématiser des choses, les faire réfléchir sur des choses assez fortes, quoi. Et vous, Guillaume, alors ? Moi, je crois que je suis clairement dans un entre-deux où, à la fois, en effet, tous les trois, on a eu, grâce à la série, des portes qui se sont ouvertes et on est en train d'écrire un long métrage qu'on aimerait qu'il puisse sortir en salle. Et en même temps, moi, je suis fasciné aussi par le côté indépendance venant du web et de créer nous-mêmes une communauté et tout. On a envie d'explorer et d'aller plus loin dans cette indépendance qui nous donne clairement une liberté de création encore plus grande, parce que là, on se confronte au fait qu'il va falloir séduire des producteurs qui vont devoir séduire des financeurs, des diffuseurs, etc. Donc ouais, c'est complètement différent. Et on observe, il y a clairement une génération qui, du coup, a goûté à cette liberté, à cette indépendance, qui sont aussi en train de se rendre compte que c'était peut-être une illusion, parce que, en fait, ces plateformes sur lesquelles on offre nos contenus, c'est à eux qu'appartiennent nos communautés, c'est eux qui clairement monétisent le mieux les contenus pour nous reverser quasi rien. Donc, du coup, on est en train de voir des initiatives, en tout cas, moi, j'observe ça surtout dans l'humour, des gens qui sont en train d'essayer de diffuser eux-mêmes leur contenu, de proposer des chapeaux, c'est-à-dire des dons ou des choses comme ça. Et c'est un autre projet qu'on essaie aussi de porter ou de pousser. Moi-même ayant un peu une enfance dans le web et tout, donc il faudra qu'on en parle, mais qui est très conscient de ce qui est possible de faire avec le web et d'être étonné qu'on n'ait pas justement de plateforme à la beauté de ce que pourrait proposer Internet. Et du coup, on aimerait pousser une initiative qui permettrait de démonopoliser un peu ce secteur de la vidéo en ligne, en proposant justement que les gens puissent se recréer des sites, mais qui restent quand même interreliés. Du coup, d'utiliser un peu la force de la centralisation que permet YouTube en permettant de se recommander les uns les autres et de créer une audience qui se partage, et tout en gérant de façon indépendante nos revenus et notre façon de vendre notre contenu, ou alors d'y passer de la publicité ou pas, ou du don, ou n'importe quoi. Passionnant, ça. La révolution est en marche, pas seulement artistique, quand on vous écoute tous les deux. Formidable. Moi, j'ai envie de vous souhaiter tout le meilleur. On va peut-être rappeler pour Simon Buisson, donc il y a 3615 code Monique, c'est ça qui ont dit. Sans code, 3615 Monique. Mais... Oui, 3615 Monique. 3615 code, bravo, mais là. Ouais. 3615 Monique, donc en diffusion sur OCS. Guillaume Desjardins, l'effondrement, c'est toujours sur la plateforme MyCanal. Sur Canal+, sur MyCanal, et sur YouTube aussi, parce que c'était une des conditions qu'on a amené quand on a été voir Canal, c'était que tout puisse se retrouver sur notre chaîne YouTube Les Parasites, donc il y a toute la série. Ils sont forts. Ils sont forts, hein. Mais c'est vrai moi là, je sors de cette émission complètement revigoré. Stoke, c'est toujours possible sur France.tv. C'est toujours dispo sur la plateforme Slash, et arrive dans quelques mois la saison 2. Ah, génial. Voilà. Avec une nouvelle acolyte, la nouvelle acolyte de luxe, donc Théo Fernandez, qui va être interprétée par Aloïs Sauvage. Formidable. Merci beaucoup, Simon Buisson. Merci beaucoup, Guillaume Desjardins. On vous souhaite tout le meilleur. Marie, à la prochaine. À la prochaine. Allez, on fait comme ça. La prochaine, ce sera dans Série, l'émission, bien sûr. À très vite.